Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui je suis avec Hugo, je suis de retour pour parler de vélo avec vous. On va parler de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico et puis, c'est le plus important, Milan-San Remo, premier monument de l'année. Hugo, comment vas-tu? Ça va super, Milan-San Remo, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment l'ADN du cyclisme, on va dire. On se réjouit vraiment de voir ça, voir les supporters italiens. Et en plus, en parler avec toi, qui est de retour, ça fait plaisir. Ouais. Si vous voulez continuer de parler de vélo avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. On continuera tout au long de ces périodes de classiques de donner du contenu avec certains coureurs qu'on aura à l'interview. Ça se prépare en coulisses. Certaines coureuses aussi. Donc Hugo, on commence peut-être maintenant avec l'actualité de cette semaine et Paris-Nice qui a commencé. Ouais, franchement, Paris-Nice qui a été, moi je trouve, exceptionnel. Personnellement, je trouve que c'est peut-être la course que je préfère en dessous des grands tours, on va dire les courses par étapes. Parce que il y a toujours des rebondissements, il y a toujours du spectacle et c'est un peu là qu'on innove et qu'on essaye de trouver des choses pour le Tour de France à l'avenir. Et donc personnellement, je trouve que ça a tenu ses promesses, c'est que il y a eu de belles étapes. Peut-être le seul truc qui fait tâche, c'est sur le sprint. Un peu un Tim Merlier beaucoup trop haut niveau par rapport aux autres. Je trouve qu'il était vraiment sur sa planète. Maintenant, c'est vraiment bien de le voir gagner. En plus, c'est un Belge, ça fait plaisir. Mais c'est peut-être le petit truc, le petit bémol de la course à étapes. Ouais, je te rejoins essentiellement. La course au soleil, comme on l'appelle, qui malheureusement cette année a été entachée par la météo. Euh, je suis un peu super étape, super événement. Par contre, je suis un peu plus mitigé sur le contre-la-montre par équipe. Le fait d'avoir un contre-la-montre par équipe dans une course d'une semaine, avec ce qu'on sait au niveau des différences des équipes, des différences de matériel, des différences de préparation, je trouve que ça n'a pas trop sa place sur une semaine, sur un grand tour peut-être, et encore. Mais voilà, pour le reste, super édition. Et aussi, je voudrais remettre un peu en avant qu'on a eu du suspense toute la semaine. Et le fait d'avoir des parcours qui sont durs, mais sans être non plus exagérés, fait qu'on a beaucoup plus de coureurs aptes à jouer le classement général. Et on va rentrer directement avec un Matteo Jorgensen qui gagne Paris-Nice. Non seulement parce qu'il était le plus fort, mais en plus parce qu'il avait la plus forte équipe. Ouais, le comeback, hein, c'est déjà la deuxième année qu'il le remporte. L'année passée, c'était vraiment une surprise, on va dire quand même. Ici, là, il était déjà en tant que favori, même s'il y avait un leader à ses côtés, Jonas Vingegaard, qui est quand même pour moi le leader au début, si on doit en choisir un des deux. Il a vraiment réussi son tour parce que il ne s'est pas sacrifié pour Jonas directement. Jonas a eu un peu malchance, même s'il n'était pas transcendant, je trouve, sur ce tour-ci. Et j'aimerais juste quand même te rejoindre sur le fait qu'on a vu Gilbert qui a fait une déclaration sur les courses qui sont de plus en plus dures et donc il n'y a plus qu'une poignée de coureurs qui peuvent remporter la course. Ici sur Paris-Nice, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de prétendants à la victoire et peut-être que le chrono a un peu, un peu, comme tu dis, tué la course, mais l'air de rien, ils finissent pas à 1 minute, 3 minutes. Donc je trouve que c'est vrai que sur une semaine, c'est vraiment bien, mais je pense que les conditions climatiques ont fait que ça a rabattu les cartes. Si Ouais. c'était vraiment un beau temps tout le temps, là, je pense que ça aurait été différent, on va dire. Ouais, tout à fait. Par contre, on a quand même eu du spectacle, t'en as parlé, où moi j'ai pris le plus de plaisir de toute cette semaine, c'est lorsque j'ai vu cette fameuse bordure avec la totalité de l'équipe Visma Lease Bike, avec quasi la totalité de l'équipe Ineos, et un Joshua Terling qui a été un moteur vraiment de cette bordure. Hugo, bon, on a parlé de Visma Lease Bike et de Matteo Jorgensen qui était très fort, mais on a aussi vu une équipe Ineos, on peut le dire maintenant, l'équipe Ineos est plaisante à voir. Oui, Revi, on en parlait déjà un peu avant le tour, que la dynamique était différente, mais que ça se reflétait pas encore au niveau des résultats. Ici, ben, Joshua Turning, comme tu en as parlé, va faire une deuxième place De cette étape-là, sur hein, ouais. l'étape-là. Une Euh, troisième place avec Samuel Watson ouais, aussi. voilà, c'est ça. Et puis après, on a derrière un Foss qui va chercher des échappées, qui va faire un tour spectaculaire. Arensman qui va faire, je pense, troisième du Troisième. général. Et derrière, on arrive à mettre Sheffield aussi dans quatrième ou cinquième, je sais plus, Quatrième, quatrième. ouais. Et puis derrière encore, on a un troisième coureur dans le Tobias classement Foss, général. ouais, donc du coup. Donc c'est quand même exceptionnel. Et
Bah, c'est vrai que cette étape-là de Bourdure a vraiment a bien aidé, mais on voyait dès le début que c'était les seuls qui voulaient, enfin les seuls, ils étaient en partie la majorité, c'était eux qui voulaient dynamiter la course, et je trouve ça magnifique, et c'est là qu'on voit que ce Paris-Nice, le parcours aide vraiment pour tous les profils de coureurs. Oui, la majorité des coureurs qui sont chez Ineos, et on en parlerait pour Tirreno Adriatico aussi, mais la majorité des coureurs étaient déjà là l'année passée. Ouais. Il y a eu un grand chamboulement dans le staff cette année. Il y a eu aussi peut-être une remise en question. Et il était temps d'avoir cette remise en question. Et voilà, Ineos, troisième jusqu'à présent au niveau du classement UCI. C'est très rassurant. Ok, ils ont été aidés par une bordure. Ok, ils ont été aidés par un super contre-la-montre par équipe. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est cette remise en question de on arrête de rouler en tête de peloton toute la Ouais, journée. voilà. On attaque, on surprend. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu pas mal de surprises dans les stratégies. Ils vont faire des erreurs, c'est pas grave, mais au moins ils sont en train de gagner, en tout cas mon cœur de cycliste. En Mais tout ce cas. que moi j'ai remarqué aussi, c'est que, bah, comme tu l'as dit, on roule pas aux têtes de peloton, mais peut-être parce qu'aussi, il n'y a pas un leader clair. Et donc ici, il y a certainement Arensman qui se dessine comme leader unique, mais on se dit pas, bah voilà, Arensman, t'es leader, vous restez là pour l'aider. Non, on va essayer de tenter d'aller chercher le général ou les étapes de toutes les manières qui soient. Et vu qu'on motive l'équipe, bah, on se retrouve tous bien placés et tous correctement bien mis. Donc personnellement, je trouve que c'est surtout, on ne donne pas avant la course une théorie où tout le monde se sacrifie pour lui. Non, si par exemple Arensman crève, bah, il n'y aura pas quelqu'un, je pense, ici, sur ce tour-ci, qui va l'attendre derrière pour lui donner sa roue. Ou un Donc, équipier oui, alors. un Mais, équipier, mais le problème, c'est qu'il y avait, il y avait 4 personnes qui étaient vraiment très en forme sur ce tour, et je trouve que ça a été magnifique de leur laisser leur carte chaque jour. ouais, je te rejoins. Coureur deuxième du classement Ouais, général, Lipovic. Voilà, tactiquement, peut-être pas le meilleur, mais par contre, encore une fois, il a prouvé que dans la montagne, c'est peut-être un des tout grands aujourd'hui au niveau mondial. bah déjà, il faut savoir aussi que Lipovic, c'est sur un an, il a vraiment grandi fortement, hein. On ne le connaissait pas spécialement l'année passée, à cette période-ci de l'année. C'était vraiment là qu'il commençait à devenir en forme. Bah, il lui reste un an de contrat à ce cours-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rester chez Bora en l'année prochaine? Oui, parce que je trouve qu'il trouve sa place. Roglic est plutôt sur la fin de sa carrière. Il n'y a pas de leader clair derrière Lipovic. Il y a Vlasov, il y a Hindley. Hindley, et voilà, après, c'est un peu des jeunes Ouais, talents, ouais. des Pellizzari et autres. Mais pour moi, Bora a un beau budget. Bora a toutes les infrastructures. Ils roulent sur des très bons vélos. Ils ont du très bon matériel. Ils ont un staff alimentation qui est quand même pas mal. Et voilà, je pense que le fait de changer, si c'est pour aller chez moins bien, je vois pas pourquoi au niveau des performances il va progresser. Et pour aller chez mieux, malheureusement il aura la même contrainte des coureurs qui sont plus forts que lui à l'heure actuelle. Donc pour moi il est très très bien où il est. Et je le verrai bien, en fonction du programme de Roglic, être le leader sur un grand tour. Ouais, non, c'est possible. En plus, on a vu qu'il avait des qualités que pour être vraiment en forme. Je pense que c'est sur la Volta où il m'a le plus impressionné. Franchement, impressionnant. Et pourquoi pas devenir leader au lieu d'aider Roglic, on va dire. Et toi parce que je t'ai pas reposé la question, toi tu le vois rester? Parce que j'ai maintenant une équipe sur laquelle il conviendrait peut-être, et surtout une équipe qui fait un très très gros début de saison, c'est Astana cette année, parce qu'il leur manque un leader clair pour un classement général, mais sinon, je vois pas d'autres. Bah pourquoi pas, parce que on sait, enfin, je pense qu'il sera bien là-bas, il sera bien entouré. Maintenant, Astana, c'est encore fort instable, je trouve, pour l'instant. Donc cette année-ci, ils vont faire peut-être une grosse saison, et l'année prochaine, on est encore difficile à voir les garanties qu'il y a derrière. Même si j'ai quand même moins d'incertitude maintenant qu'il y a Quelques un mois, mois ouais. ou 2 mois. Ouais. Mais c'est vrai que Bora, il y a, en fait, Roglic, je pense qu'il va encore rester au moins 2 bonnes années, mais qu'il y aura des pics de forme très, très bien établis pour essayer de justement perdurer dans le temps le plus possible. Mais derrière, comme tu le dis, on a Vlasov, on a Hindley, mais je vois pas un mec qui est vraiment en forme. Peut-être que ça va venir et qu'il y aura une Ouais, je pense hiérarchie. qu'il y a Lorenzo Finn qui est dans l'équipe Espoir qui est prétendant à devenir un tout grand. Mais maintenant, ça sera plutôt sur un programme de 4-5 ans Voilà, plutôt c'est que ça. sur les années qui sont là. C'est comme si on disait Gal doit partir parce qu'il y a Sexas, tu vois. Enfin, je Ouais, pense c'est que ça. Ouais. c'est encore trop tôt que pour s'emballer. On a vu Kian, on peut en parler justement ici. Bon, c'était pas sur Paris-Nice, c'était sur Tirreno, mais
qui a eu des problèmes de santé. C'était que le futur grand vainqueur de grand tour belge, malheureusement, bah, C'est on a dur. encore une Ouais. saison où potentiellement on n'aura encore rien, quoi. Donc, est-ce qu'il va, Visma va vouloir le garder? Est-ce qu'il va aussi pouvoir se relancer? C'est des questions que miser sur les jeunes comme ça, beaucoup, Si enfin, jeune. Ouais. si jeunes, c'est à l'avance, enfin, c'est compliqué. Ouais. Donc, personnellement, je trouve qu'il doit essayer de garder sa place et il a l'air vraiment bien. Donc, va dans cette équipe-là, donc pourquoi pas, pourquoi changer en C'est fait? un Allemand qui est aussi dans une équipe Ouais, allemande, non, je hein, pense donc que tout est autour de lui est bon dans l'environnement là-bas. Donc, et je pense que même sur, sur les courses d'une étape enfin, de course à étape d'une semaine, ou comme ici on l'a vu, je pense qu'il va pouvoir devenir leader unique à l'avenir, quoi. ouais, c'est sûr. Deux autres coureurs que j'aimerais Ouais, mentionner qui ont fait une merci. course plus ou moins similaire, donc c'est Martinez et Almeida. Martinez bah, qui gagne un jour, qui perd 9 minutes dans les bordures. Almeida qui gagne un jour, qui dans les bordures est aussi largué. Même bon, il a pu compter sur une équipe très très forte pour rentrer, mais malgré tout, quand on regarde, bah, il y a eu des très hauts, des très bas pour ces deux coureurs. Qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon? Je suis vraiment déçu de Lenny Martinez parce que pour moi, il était. Enfin, après, UAE aussi, c'est une équipe qui ne se fait pas piéger dans les bordures normalement enfin, à l'avenir. Je pense que ça n'arrivera pas toutes les semaines, ce genre de choses. Mais Lenny Martinez, j'aimais bien cette équipe là où il était parce que justement, je pensais que ça allait lui permettre de ne pas faire ce genre d'erreur ou alors le limiter le plus possible. Et là, bah, malheureusement, je trouve que il s'est fait avoir comme un bleu. Et c'est toute l'équipe qui a dû rouler pour lui. On a vu le directeur sportif qui était vraiment pas content. Et donc, je pense que ça, c'est une erreur peut-être d'immaturité. Enfin, je sais pas, Non, pour moi, je d'expérience en pense que tout c'était cas. physique. Bah, c'est quand même bizarre que le jour avant, il est le premier des leaders, il gagne l'étape. Et le jour après, il est premier des leaders aussi. Ouais. Donc, c'est quand même, c'est pas le même profil. C'est pas le même genre d'effort. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même dommage. Ouais, après, enfin, moi ça m'est jamais arrivé et toi non plus, mais Ouais. gagner au niveau World Tour pour la première fois, bah, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu aussi un peu plus tôt dans la semaine que Tim Merlier, quand il gagnait une étape, bah, il avait très très dur à dormir après parce qu'il y avait toutes ces émotions, cette euphorie qui était là. On peut croire que ça peut être la même chose pour Lenny Martinez. Deuxième facteur, cette météo Ouais, horrible qui fait que bah, pendant une semaine on est dans la météo, bah, il faut manger beaucoup, sachant qu'il est déjà très très maigre et que voilà, c'est des semaines où on consomme énormément de calories et d'énergie. Bah, est-ce qu'il a mangé assez ou pas? Point d'interrogation. Voilà, moi c'est un peu là que je suis un peu plus partagé que toi. Je suis pas trop déçu. Moi je trouve que j'ai plutôt une autre question, c'est est-ce que ce serait pas un candidat justement pour la Flèche Wallonne avec son gabarit, avec ce qu'il a pu montrer sur certaines arrivées en boss. Les années précédentes, il a gagné aussi en France sur des arrivées un peu dures. Donc moi, me réjouis de le voir s'il fait les classiques et j'en serais vraiment très très satisfait. bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en forme. Genre, je pense que sur la plupart des étapes, on a remarqué que dans la grimpette pure, c'était peut-être celui qui grimpait le mieux ou qui se sentait le plus à l'aise que pour suivre les efforts irréguliers. Donc, dès qu'il y avait une accélération, c'était peut-être le premier à aller chercher. Donc, ça, moi, enfin, par rapport à un Almeida, par exemple, où on sait qu'il a plus du mal à suivre les accélérations, etc. Bah là, ça m'inquiète pas. Mais par contre, on a vu un Almeida qui était monstrueux aussi pour aller chercher une étape et qui revient sur un Vingegaard à la fin et qui fait un dernier kilomètre de feu. Et là, moi, je me suis dit, il va gagner Paris-Nice, mais Euh, au-dessus du lot qu'il était. ouais, je me suis dit la même chose, mais par contre, je me pose quand même une question parce que Almeida, hormis un Tour de Pologne, bah, il n'a jamais gagné un grand tour, un tour au niveau World Tour. Et là, ça commence. Enfin, je dis pas, je mets pas de pression. Il fait une super carrière, il gagne des belles courses. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'il est le grand leader qu'on peut mettre dans une équipe? Est-ce que finalement, ce rôle de second leader, voire même, on en parlera dans un petit instant, ou dans une vidéo à part, je ne sais pas, avec l'équipe UAE, mais troisième, voire peut-être plus tard quatrième leader, est-ce que ça lui convient pas justement beaucoup mieux que être le numéro un d'une équipe sur un grand tour? Mais ce qui est dommage, c'est que vu que c'est un coureur qui a des qualités, il est sélectionné pour les grandes courses. Et donc ses pics de forme sont enfin, très courts parce qu'il y a des moments, on va dire, ça se limite à deux grands tours et peut-être deux ou trois tours d'une semaine au début de saison.
Mais le problème, c'est que sur l'ensemble des courses que je viens de citer, il est toujours avec quelqu'un qui peut potentiellement être au-dessus au niveau de la hiérarchie, sauf sur, ici, on l'a eu, Paris-Nice. Ouais. Paris-Nice. Mais Avec sinon, sur un grand McNulty, et encore, tour, il a dû partager avec McNulty qui oui, est tombé donc malade, mais c'est quand même ouais, décevant pour un coureur de cette qualité-là, qui peut faire top 10, top 5 même au Tour de France, top 5 sur la Volta, grand porté un grand tour, et tu te retrouves à être toujours accompagné de quelqu'un. Je pense que ça doit être frustrant au niveau de la... Maintenant, je pense que c'est bien géré, mais ça doit être frustrant au niveau du mental de se dire, je fais peut-être une année de préparation pour Tour de France, et il y a Pogacar qui est là. Maintenant, Pogacar, c'est sûr qu'il est au-dessus, mais derrière, tu as Ayuso, t'as tous t'as des Del coureurs Toro, t'as qui arrivent et Tristan. qui sont là, Adam Yates, enfin c'est plein des coureurs qui sont là et qui sont sur peut-être la première étape va jouer ton rôle en tant que leader ou équipier. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je pense qu'on va faire une vidéo à part sur ça à Ouais, l'avenir. bah, je pense qu'on pourra faire ça assez rapidement. Ben O'Connor, qui lui est un peu plus loin placé, j'ai lu que lors de l'étape où il y a eu la neutralisation, bah, il n'était pas prêt pour repartir et l'équipe Movistar avait Ouais. embrayé directement, mal placé et ainsi de suite. Ok, je pense que moralement, après, c'est très difficile de réenclencher. Mais malgré tout, je m'attendais à ce qu'un coureur comme Ben O'Connor soit En, un peu plus haut dans le classement en général. plus, ils ont fait un bon chrono, je pense, par équipe. Donc, Deuxième. ouais. Donc c'est quand même dommage pour eux parce qu'ils étaient bien placés de base. Mais moi, j'aimerais bien mentionner quand même un coureur qui a été remporté une étape, c'est Storer, qui finit dans le top 10 au final. Donc, je pense que c'est un coureur qui a des qualités énormes, mais un peu à l'image de l'équipe, va chercher des résultats Hors norme. hors normes. Donc, je pense qu'on savait qu'il avait des qualités. Maintenant, gagner sur Paris-Nice comme il l'a fait, on n'était pas encore sûr. Et là, franchement, chapeau, je tire mon chapeau. Et ça le remet dans le top 10, comme je l'ai dit. Et c'est tout bon pour l'équipe. Juste maintenant, je vais encore parler de Astana qui a encore mis deux coureurs Ouais. dans le top 10. Arnaud Desmar qui a fait aussi une belle deuxième place. Je voulais juste dire, est-ce que tu sais que au classement UCI par équipe, combien d'équipes pro team Ouais, ouais. sont dans les 18 premiers? Bah, ça doit être énorme. Ça doit être, à mon avis, il y a au moins. Donc, il doit y avoir Total. Il doit y avoir. Total est 19e, donc je ne l'ai Oh, pas compté. allez, Mais ok, pas Total. Mais alors, il y a Q36.5, il y a Tudor, UnoX. Non, l'automne n'est pas dedans. Popom, et Israël. Israël. Donc, ça fait 4. Ouais. Ouais. Donc 4 Et équipes. Total n'est pas loin. Donc, Non, Total est 19e et Lotto est loin, le top. est pas, ouais, L'auto, mais je pas pense qu'ils si sont loin. loin. Mais ce que Ouais, je veux dire par là, c'est que il y a 4 équipes qui sont World Tour, qui ne sont pas dans le top 18, ce qui fait quand même c'est énorme. ouais, une grosse. Ouais, je pense qu'il y a déjà Arkea qui n'est pas, ou Ouais, Anti. Et enfin, ça doit être encore il faut que je enfin, regarde, mais j'ai technique. pas fait. Mais c'est parce que je trouve que tu as raison, le constat, il faut se le dire. Il y a des nouvelles équipes, entre guillemets, qui arrivent et qui, dans 3 ans, ils seront peut-être dans le top 8 9 des meilleures équipes World Tour. Parce que dans 4 ans, ce sera encore un nouveau cycle. Donc, moi, je pense qu'il faut se méfier de tout. Et on peut parler peut-être déjà d'aller sur Tirreno. Je Ouais, sais bah, pas si j'allais tu dire, as. on parle là-dessus, Parce que à remporté part par Pedersen, que Ayuso. je Ouais, pense qu'on a oublié de dire, qui a été chercher le maillot de meilleur sprinter, et Gachignard qui a été chercher le meilleur rappeur, je pense que le reste, c'est quand même. Enfin, on en a parlé. on Ouais. a tout bien, on a parlé de tout. Mais sinon, sur Tirreno, moi j'aimerais bien parler de Zeylard. Maintenant, c'est pas encore. Donc tu veux commencer par Zeylard ou tu veux commencer Allez, le. fais le. Mais c'est parce qu'on parlait des équipes Pro Tour. Allez, vas-y, Mais donc, Zeylard. on a Zeylard qui va chercher des podiums sur des étapes de Paris-Nice. Mais on a derrière. Top Pitcock, Ouais, mais je parlais du Noix qui va chercher aussi une étape. une étape. Tom Pitcock qui va chercher Un un super quatrième résultat, je place. pense, ouais, quatrième place. Donc c'est quand même. Enfin, la lutte qu'il y a au meilleur niveau World Tour. Et on se retrouve avec des coureurs qui sont en Pro Tour, quoi. Enfin, Pro Team. C'est quand même. Après, Pitcock, on savait ses qualités, mais c'est quand même exceptionnel. Et Ouais, ça parce qu'il montre y que a. tout le niveau monte, en fait. Ouais, l'équipe Q36.5 n'est pas que Pitcock, parce que Ouais. Moschetti, Nizzolo, Fabio Voilà. Christen, enfin et voilà, et ainsi de suite. Euh, Ayuso, du coup, Ouais. Ayuso a frappé fort en faisant deuxième du contre-la-montre inaugural, et puis par la suite, bah, il était le plus fort dans l'étape de montagne. Euh, voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Grosse équipe,
avec un Del Toro qui était vraiment très très fort, un Adam Yates un peu en dessous de son niveau habituel. Et puis, ils ont dominé la concurrence. Et donc, du coup, 1-1 au niveau des tours pour Ouais. UAE et Visma, même si le tournoi Under a été remporté par l'équipe UAE. Ouais, mais je trouve que Ghana m'a fait douter à un moment donné. L'air de rien, la performance qu'il nous a sorti sur ce Tirreno, faut pas oublier que le mec, c'est pas un grimpeur, c'est pas. Bon, c'est vrai qu'il y avait un chrono qui était là, mais c'était pas un très grand chrono, donc c'était 10 km, je pense. Donc, et c'était quand même des étapes dures, tout le temps à répétition. Le voir aller si loin, et quand il craque pas, il finit avec, dans le top 15, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment exceptionnel. Franchement, je tire juste mon chapeau à Ghana et encore à cette équipe Ineos qui va chercher encore un très bon résultat. Ouais. Alors, le seul point de déception, c'est Lorenz de plus sur ce tour. Euh, Parce qu'il est accompagné, devait jouer sa carte, mais finalement, vu que Ghana était très très fort, il devait accompagner au plus tard possible Filippo Ganna. Finalement, il a un peu craqué. Et puis Filippo Ganna qui se retrouve troisième au classement général avant la dernière étape. Et puis ce fameux jeu de bonification qui Ouais. fait que son ami de toujours, Jonathan Milan, l'a aidé pour passer devant Antonio Tiberi. Tiberi, un coureur que j'adore, Ouais. qui finalement est en train de, saison après saison, confirmer. Ouais, bah, on parlait de Lini Martinez au début. Lui, c'est un coureur qui va être en concurrence avec lui et que sur les gros objectifs, il va falloir se battre à eux deux. Et je trouve qu'il a quand même des qualités. Maintenant, c'est vrai que quand ça monte, ça devient peut-être un peu. Enfin, quand ça monte trop fort et qu'il y a des très bons coureurs, c'est peut-être pas le meilleur. Mais il arrive à être tellement complet que derrière, il est tout le temps bien placé au général, quoi. Donc personnellement, j'adore ce coureur aussi et je me réjouis de le voir au top de sa forme sur des gros objectifs fin de Ouais. saison. Il fait aussi des très très bons chronos, t'en as parlé. Et donc du coup, voilà, moi je voulais juste quand même le récompenser en petite mention. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres coureurs du classement général qui t'ont vraiment impressionné? Tom Pidcock pour moi est très fort. Il est vraiment pas loin du niveau de Ayuso, je trouve. Derek G, quatrième. C'est un coureur où il y a maintenant 2 ans, on avait vu sur un Tour d'Italie où il a été faire énormément de places d'honneur. Et à ce moment-là, Noah m'avait posé la question de est-ce que tu vois peut-être Sur un grand tour, je sur pense. un grand tour, etc. Entre nous, on en avait parlé. Et On moi, s'était dit non à on ce s'était dit moment-là. non. Honnêtement, je pense que c'était pas le coureur qui allait jouer le classement général. Je reprends mes mots. Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. Et Ouais. je vous répète, Derek J m'impressionne de jour en jour. Et finalement, encore une fois, après un super Tour de France, un super Dauphiné, il fait sur une course d'une semaine un gros résultat. Bah, c'est même difficile à croire vu son gabarit et que il est quand même assez lourd par rapport aux autres et la manière dont il en fait c'est pas un coureur qu'on connaissait de chez les jeunes entre guillemets et qu'on a dit ça va être une superstar. Le mec s'est vraiment révélé comme tu l'as dit sur le Tour d'Italie où il a fait rêver tout le monde et franchement on s'est attaché à ce coureur-là et ça fait plaisir de le voir bah, là où moi je l'attendais au final au début de ce tour. Parce que s'il faisait mieux, c'était vraiment une grosse perf. S'il faisait moins bien, je pense que c'était quand même aussi un peu décevant pour lui, vu ce qu'il a fait déjà au Dauphiné l'année dernière. Mais franchement, bravo à lui. Et derrière, il y a des coureurs qui grimpent et qui ont un palmarès beaucoup plus grand que lui. Comme on l'a dit, un Pitcock, un Lay. C'est quand même des coureurs qui ont été chercher des résultats, Des places des d'honneur, ouais. places d'honneur aller sur des grands tours ou même Des des victoires, hein. grandes victoires sur les grands tours et que lui, il est quand même devant ces coureurs-là, quoi. Ouais, non, je te rejoins tout à fait. Déception pour moi, c'est l'équipe Visma en général, hormis Olaf Koy qui gagne une étape. Il y a Simon Yates qui est un peu décevant, on a Kian, on en a déjà parlé. Voilà, c'est un peu pour moi la grosse déception sur cette course-ci. J'aimerais quand même mentionner, j'en ai déjà parlé légèrement, mais que finalement, Del Toro est un énorme talent et Mhm. que malgré tout ce qu'il fait, mais malgré tout le talent qu'il montre, il se sacrifie corps et âme pour un leader. Et Ayuso en a profité énormément. Franchement, chapeau à lui parce que Mexicain, rouler à ce niveau-là et avoir cette les Sens de la dédiés course. sens de la course et ces déductions de la course fait que ça m'impressionne. Ouais, et puis on a vu des belles images où on les voit vraiment s'entendre magnifiquement.
ça fait plaisir de voir Ayuso comme ça parce que, ben, on l'a dit, on avait un peu peur au niveau de l'entente dans l'équipe. Là, on a vu une équipe qui s'est vraiment dédiée pour lui et Del Toro avait l'air heureux de le faire. Donc, franchement, chapeau. J'aimerais bien juste mentionner l'équipe Quick Step qui met deux hommes dans le top 10. Ben non, c'est peut-être pas au meilleur du top 10, donc c'est, je pense, dixième et huitième ou septième. C'est Cataneo, ouais. Landa et Cataneo. Ça montre que l'équipe a eu un tournant et que sur Tirreno, pardon, mettre deux coureurs comme ça dans le top 10, c'est quand Et même une bien. dixième place pour Ilan Van Wilder Ouais, à Paris-Nice. Donc, ouais, et franchement, Cataneo, moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'il roule beaucoup à son rythme. ouais. Et alors, encore une fois, très bon chrono, très bon dans la montagne. Et c'est vraiment un équipier de poids pour Landa et Remco Ouais. Evenepoel dans le futur. On parle peut-être des sprinters de 10 Ouais, secondes. j'allais dire Jonathan Milan, on va quand même le mentionner deux étapes. Bah, C'est quand duel même à distance Tim Merlier. avec Tim Merlier. Encore et toujours, hein. Ouais, c'est les deux meilleurs sprinteurs du moment. Et 2-2, hein, c'est un peu le cas, même si Tim Merlier a fait du 100% et que Jonathan Milan n'a pas participé au sprint remporté par Olaf Koy suite Une aux chute. séquelles de sa chute, Ouais. je pense. Ouais, et puis si on va par là, alors on a vu un Merlier qui n'a pas participé au sprint de Pedersen quand il remporte la bordure. Même Ouais. si ça, voilà, c'est vraiment un duel à chaque fois. On peut toujours dire trouver la petite bête pour l'un ou pour l'autre pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Ouais. Et c'est vraiment bien. Mais par contre, sur ce tour-là de Tirreno, on a vu deux coureurs remporter une victoire d'étape. On va dire pas, enfin si on échappait, on essaie de contrer un peu le sprint. On a Van Dramé. Mhm. Mais lui, je pense qu'il Il vient dans un remporte sprint, hein, dans un dans un sprint, sprint ouais. au-dessus d'une Ouais, petite côte, enfin d'une bosse avec un peloton quand même assez conséquent. Et ouais, Van et, Dramé, et l'autre, c'est Dversners. Dversners, ouais. Ouais, c'est compliqué à Ouais, prononcer, mais ouais. c'est un X. Ouais, qui gagne. Alors aussi un coureur qu'on n'a pas mentionné, mais qui n'a pas gagné, mais qui a montré quand même des bons signes de forme, c'est Mathieu Van Der Poel, il est prêt. Je pense qu'il avait vraiment besoin de ces quelques. Normalement, il devait commencer à Milan-San Remo, si je me souviens bien. Et puis changement de programme, il revient Ouais. le Samin, puis il revient avec Tirreno, ce qui fait qu'il a quand même quelques jours de course dans les jambes. Et je le vois vraiment bien performer sur Milan-San Remo. On en parlera dans même dans quelques secondes, je Ouais. pense. Bah, je pense que juste ce que je veux dire, c'est que il a bien fait de choisir ce Tirreno parce que j'ai l'impression que le temps était quand même un peu mieux qu'à Paris-Nice. Paris-Nice, j'ai vu des images de la neige, de la grêle, etc. C'était impressionnant et les pauvres coureurs qui ont dû subir ça pendant une semaine, même s'il y en a qui aiment bien, je parle de Mats Pedersen par exemple, bah c'est quand même, enfin le corps, même si on aime bien ou on n'aime pas, il y a des efforts qui font en plus quand la météo est comme ça. Donc c'est mieux d'avoir choisi. Une dernière question sur Tirreno Adriatico et c'est plutôt sur le coureur Ayuso. Ouais. Est-ce que sa performance sur Tirreno Adriatico le place en tant que favori numéro un ou numéro 2 avec Primoz Roglic sur le Giro? Bah, ça, c'est toujours un truc qui me dérange vis-à-vis de lui parce que pour moi, la seule référence qu'il a encore à l'heure actuelle pour un grand tour, c'est quand il a fait la Volta il y a 2 ans, je pense, où il s'est vraiment révélé au public. Et malheureusement, l'année passée, on n'a pas vu un grand Ayuso. On a vu Almeida qui a pu faire une belle place sur le Tour de France, qui me dit que lui a des références. Mais Ayuso, j'ai encore du mal à savoir le placer sur 3 semaines. Maintenant, je suis sûr que sur une semaine ou sur 2 semaines, il rivalise avec les meilleurs du monde. Mais sur 3 semaines, j'ai encore du mal parce qu'il faut qu'il y ait énormément de choses qui s'alignent au niveau de que ce soit la chance, la forme, la santé, tout. Donc, personnellement, je vois encore Roglic comme leader unique, entre guillemets, favori numéro un. Et peut-être que plus bas, il y aura d'autres noms. Et pour moi, Ayuso en fait partie. Donc, pour moi, il est le numéro 2 ou voire numéro un pour Ouais. moi parce que pour deux raisons. Premièrement, il a prouvé que la majorité des prétendants pour le Giro ont sûrement déjà dû rouler ces derniers temps Paris-Nice Tirreno et il n'y en a pas vraiment qui m'ont impressionné de manière extraordinaire. Par contre, on sait que le Giro aura des kilomètres de contre-la-montre et aujourd'hui, il a prouvé que dans le contre-la-montre, dans les grimpeurs, c'est peut-être le meilleur avec Primoz Roglic. J'allais dire, ouais, parce Donc, que donc voilà, pour moi, ils sont vraiment tous les deux dans une catégorie et le reste un petit peu en dessous. Et en plus de ça, Primoz Roglic,
bah voilà, depuis le début de saison, je sais pas si j'ai pas de souvenir d'impression de sa Non, non, part. non, c'est sûr, mais après, il a fait, je pense, qu'une seule course. Mais c'est quand même un coureur, on sait qu'il se prépare très bien. Et s'il fait le Giro, c'est pas pour faire 18e Non, du c'est sûr. général. Ouais. Donc, je pense il va un peu être. En fait, j'ai vu ça, un article là-dessus, qu'il va de plus en plus courir comme un Geraint Thomas. Il le fait depuis quelques années maintenant. C'est vraiment avoir des moments ciblés dans sa saison où il est vraiment monstrueux. Geraint Thomas, ça fait peut-être 3 ans, je pense, qu'il fait le Giro et qu'il fait vraiment un top 5, je pense, ou top 3, et qu'il est vraiment monstrueux. Eh ben, Roglic, je pense qu'il va un peu faire pareil, et il a raison de le faire parce que être en forme tout le temps et finir 10e, 8e, etc., ou avoir un pic de forme et finir premier ou deuxième d'un Giro, c'est quand même quelque chose. Et en plus, on sait que lui, l'expérience, il l'a vraiment, et que Ouais, tout à fait. si gérer ça, il sait le faire, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait. Un coureur qu'on n'a pas mentionné sur Tirreno Adriatico, c'est Paul Magnier. Ouais. Et moi, je voulais quand même dire que premièrement, il chute à la dernière étape 2 fois. Et en plus de ça, moi, je l'ai trouvé légèrement moins impressionnant que sur les courses. Et pas par rapport à sa vitesse, mais par rapport au fait que euh, il était un peu moins bien placé parce qu'il semblait un peu plus court. Est-ce que tu as eu cette sensation-là Ouais, aussi? si, franchement, quand j'ai vu un peu la course et les résultats, etc., je me suis dit, ah, est-ce qu'il n'a pas été vraiment très en forme, vraiment très tôt, et que là, on se retrouve à être dans un moment où il est un peu plus en train de régresser, et que les autres, justement, sont en Progresse, train ouais. d'augmenter, parce que là, on parle de coureurs, enfin, Paris-Nice, Tirreno, c'est que des équipes World Tour, c'est des équipes C'est où il y la a grande les classe, ouais. meilleurs coureurs du monde. Maintenant, c'est vrai qu'il avait fait un très bon week-end d'ouverture aussi, là où il y avait vraiment des très bons coureurs. Mais franchement, je pense qu'il est en train de peut-être pas en train de régresser, mais que les autres sont en train de vraiment De grimper progresser. en Ouais. qualité. Alors, dernière mention, c'est Sam Bennett qui fait deuxième et je l'ai trouvé vraiment fort sur la Ouais. dernière étape. Attention à lui. On parle de. Juste avant de commencer par Milan-San Remo, est-ce que tu es satisfait du tour de Olaf Koil? Bah oui, parce qu'au final, c'est pas le meilleur sprinter sur au départ et il gagne une étape. Donc, Ouais. moi, voilà, il a 33% de réussite. Voilà, sur ces 2 semaines, on va dire Tirreno et Paris-Nice. Finalement, il n'y a que 3 vainqueurs au sprint. Voilà. Ouais, mais c'est parce que je trouve que j'avais peut-être plus d'attentes au départ de la saison vis-à-vis de lui. Et je le trouve peut-être pas au niveau des autres meilleurs sprinters du monde qui sont Jonathan Milan, Tim Merlier, Ouais. Ouais. Philipsen, etc. Je Ouais, pensais pour moi, qu'il il est allait plus fort que pouvoir. Philipsen pour moi. Pour l'instant, Philipsen, je suis désolé, mais au niveau du sprint, il n'a pas montré quoi que ce soit. Au niveau de sa puissance, au niveau de ses, au niveau de Ouais, je ses, vois ce que tu veux dire. des classiques, etc. J'ai aucun doute que Philipsen sera prêt pour le Tour des Flandres et les autres classiques. Par contre, je suis désolé, mais au niveau des sprints vraiment purs, il n'a pas été dominant. Non, non, je te rejoins, mais je prenais des exemples comme Ouais, ça ouais. pour dire que je trouvais qu'il n'était pas encore au-delà. Maintenant, il fait quand même un bon début de saison, et je pense que toutes les équipes World Tour le voudraient dans leurs équipes. Mais franchement, je m'attendais à rien de plus, on va dire. Un petit pourcentage en plus. Ouais, je comprends. On parle de Milan-San Remo. Et si ça Ah, te dérange vas-y. pas, on commence par nos dames, hein, donc, qui vont Ouais. avoir leur première édition de Milan-San Remo. Hugo, qu'est-ce que ça te fait de voir une édition pour les femmes déjà? Bah déjà, ça fait plaisir parce que ça montre vraiment le début de quelque chose. On a vu que le Tour de France Femmes était fait revenu depuis quelques années. On a vu que maintenant, ça existe depuis des années, mais le Giro Femmes, il y a le Tour des Flandres Femmes, il y a tout. Il manquait peut-être le Tour de Lombardie et Milan-San Remo. Et ici, on a Milan-San Remo qui va vraiment faire plaisir, je pense, à tout le monde. Et d'ailleurs, on voit que sur la start list au départ, il y a du très bons noms. Presque toutes les Ouais. meilleures coureuses, presque, hein, je dis bien, du classement mondial sont présentes. Aussi, un gros point d'interrogation, parce que chez les hommes, c'est une course de 300 km presque. C'est une course qui est entre puncher, sprinter. Ici, on se retrouve sur une course de 150 et quelques kilomètres.
avec un parcours qui emprunte les derniers kilomètres de la course homme, avec la Cipressa, avec le Podio. Moi, je me pose la question, est-ce que ces difficultés vont être suffisantes pour lâcher les sprinteuses ou est-ce qu'on va se retrouver dans une configuration comme les hommes où finalement il y aura un petit groupe Parce qu'à chaque fois au sommet du podio, allez, on va dire qu'il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs ou voire une vingtaine de coureurs qui peuvent gagner. Des fois les sprinteurs sont avec, des fois ne le sont pas. Est-ce que tu t'attends à avoir ce genre de scénario ou plutôt un groupe beaucoup plus compact? Ben, j'ai du mal à voir Vollering lâcher Kopecky, par exemple. Mhm. Et Kopecky a dans son équipe peut-être Lorena la Wiebes, meilleure ouais. sprinteuse actuellement au monde. Donc, j'ai du mal à voir aussi Kopecky collaborer ou même ne fût-ce que attaquer Vollering. Donc, je trouve que ça va finir potentiellement au sprint et un sprint plutôt un peu à la Arnaud Démare de Ouais. l'époque. Et donc, j'imagine bien Une ça petite trentaine de comme... coureurs maximum, Voilà, quoi. c'est ça. Maintenant, Coureuse, pardon. c'est sûr que ça va être, tu dis c'est 150 km, mais je pense que dans les 80 derniers kilomètres, ça va rouler à bloc tout le temps et il n'y aura pas de moment de répit. Donc il faudrait être sprinter peut-être, ok, mais sprinter fort parce que je pense que toutes les coureuses seront À bloc. quasiment à bloc tout le long de la course et que il y aura jamais un moment de répit, même entre la Cipressa et le Poggio. Je pense que ça va tenter à tout moment de la course. Est-ce que, on en parle souvent avec Pogacar chez les hommes, mais est-ce que chez les femmes, on pourrait avoir la surprise que la Cipressa soit déterminante et qu'on voit déjà des favorites peut-être attaquer dès le pied de la Cipressa? Ouais, j'en suis sûr, parce que en fait, c'est moins homogène le peloton féminin quand même. Donc, si on peut faire déjà le tri pour la Cipressa, ben, ça permettrait d'être déjà beaucoup moins dans le Poggio et déjà avoir moins de problèmes de placement, parce que c'est quand même quelque chose d'important. On le sait même chez les hommes, se placer avant le Poggio, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, il y aura moins ces problèmes de placement, mais en plus, ben, les Daku feront plus de mal aux coureuses. Et donc, c'est pour ça que si je suis directeur sportif de la FDJ, j'essayerai déjà de faire le forcing de De la Cipressa. durcir, ouais. Autre dernière question avant de passer aux favorites et qu'est-ce qui tu vois sur ce fameux podium. Mais est-ce que Lotte Kopecky est la seule coureuse, on va dire, de classe mondiale qui n'a pas encore vraiment couru ici? Elle revient de stage. Est-ce que tu penses qu'elle peut, dès ce samedi, être dans les tout meilleures coureuses du monde? Ouais, je pense que pour moi, elle va être prêt, mais même pas prêt. Ça va être même peut-être la plus forte du peloton parce que, bah, comme tu le dis, si elle a choisi de commencer maintenant, c'est parce que elle va vouloir. En plus, pour la première édition de Milan-San Remo, je pense que c'est hyper important pour elle et qu'un maillot de champion du monde dans les rues italiennes comme ça, je pense que ça ne peut qu'être un match parfait. Et moi, personnellement, j'espère même pour le spectacle qu'il y aura que ça va se décanter vraiment tôt et que dans la Ce sera Cipressa, il y du... aura moins de monde et que peut-être même les sprinteuses vont à ce moment-là avoir du mal à passer, ce qui ouvrirait vraiment la course. Et là, on verrait vraiment un match entre peut-être pas que deux coureuses parce ce sera vraiment court. Donc, il y aura peut-être que 4 5 6 allez, 10 coureuses, mais 10 coureuses, c'est-à-dire que le sprinter ne passe pas. Et alors là, on va avoir peut-être un punchy grappeur qui va aller faire un sprint et ça va être vraiment très intéressant. Ouais. Je te rejoins. En plus, elle va être entourée d'une équipe extrêmement forte avec Ouais, Blanca Vas aussi qui marche vraiment pas mal. ouais, Une coureuse qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est tout simplement une équipe, c'est l'équipe Visma Lease ouais, Bike avec Marianne Vos qui sera quand même très bien entourée avec Pauline ouais. Ferrand-Prévot. Marianne Vos, en plus de ça, a très bien performé cette semaine. Elle est passée toutes les bosses. Aussi, Hugo, il y a une rivalité qui va s'installer cette saison et qui est déjà installée chez les femmes. C'est Demi Vollering, Lotto Kopecky, l'ancienne équipière, toutes les deux. Le Demi Vollering a décidé de partir, même je pense qu'elle a été mise un peu vers la sortie par l'équipe SD Works. Est-ce que tu penses qu'une tierce personne peut profiter de cette rivalité? Bah, j'ai j'ai des quelques noms, j'ai noté des sprinters, etc. Mais personnellement, je vois bien un scénario un peu à la Steven, à la Maoric qu'on a eu, même, enfin, Mathieu Van Der Poel, lui, comme tu me l'avais
rappelé, il est sorti dans le Podio, mais qui sort après le Podio, un homme seul, et que derrière ça se regarde et ça panique un peu. Et moi je vois bien Diggers qui sortirait à ce moment-là, parce que c'est une femme vraiment forte, et qui pourrait vraiment, en tout cas elle pourrait sortir son épingle du jeu à ce moment-là. Et donc je la vois vraiment elle faire ça. Mais sinon, il y a une autre femme qui est vraiment forte, c'est la polonaise Nguyen Yama, Mhm. qui, elle, a vraiment pas eu de chance sur l'estrade, qui est tombée, donc j'espère qu'elle a bien récupéré de ça, mais qui pourrait aussi montrer de belles choses. Et donc, c'est deux noms qui ne sont pas sprinteuses que je peux mentionner et qui pourraient sortir leur épingle du jeu sur une rivalité entre deux équipes. Voilà, ça va, on va partir maintenant Ouais. vers nos favorites. Euh, allez, tu commences avec je sais pas, tu veux mettre une vainqueuse ou un podium, tu Bah, veux... on va mettre la favori numéro un. Je pense que c'est Weebus première. Ouais, moi je pense Ça, aussi. ça c'est la certitude. Et la deuxième, je vais dire Balsamo. Ouais, elle fait un très bon week-end, une très belle course cette semaine au Trophée Binda. Elle a, en fait, c'est un peu le scénario où les favorites se sont un peu regardées et finalement, bah, elle a réussi à s'imposer au sprint. Ouais. Euh, Moi, je vois aussi peut-être, alors j'aimerais pour l'histoire du cyclisme voir Marianne Vos au moins sur le podium parce que bah, J'avais mentionné aussi. c'est une nouvelle course et c'est quand même une des meilleures coureuses de l'histoire, voire peut-être la meilleure coureuse de l'histoire dans les multidisciplines et autres dans le cyclisme mais féminin. Et donc j'aimerais vraiment qu'elle complète bah, avec une victoire sur Milan-San Remo, ce serait quand même très bien. Même si bah, pour moi mon podium sera Wibes, Balsamo et Ali ou la Stone de chez Française des Jeux parce qu'elle a quand même en forme, elle a quand même gagné déjà cette année, elle a gagné sur le continent australien en Océanie. Elle a gagné aussi en Europe. Donc voilà, sur la carte française des Jeux, si bah, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour que Demi Vollering bah, lâche tout le monde, je pense que c'est une solution qui pourrait être une solution de rechange de très très grosse qualité. Bah, j'ai la même chose, sauf que j'ai Marianne Vos en troisième place. Voilà, ah bah nickel. On passe aux Passons. hommes. Ouais, allons-y avec. Allez, on va dire beaucoup de suspense, je pense. Ouais, On n'arrive pas. Enfin, il y a toujours un favori qui ressort quand il est au départ, c'est Tadej Pogacar. Mais c'est une course qu'il n'a jamais gagnée. Pourtant, il y a participé quelques fois déjà. Et c'est peut-être la course où c'est un peu comme le casino, on va dire. C'est que c'est sûr, il faut être fort, hein, mais il faut aussi que tout soit aligné. aligné pour que tu remportes la victoire. Ouais, on peut, si on regarde un peu les derniers jours de course, un peu les derniers événements, on pourrait presque réduire la course à un duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Et justement, quand souvent il y a deux hommes comme ça qui sont un peu au-dessus du lot, ils ont tendance quand même à se marquer. Je trouve le peloton très fort. Je trouve que le niveau général du peloton est très très fort. Et que pour pouvoir gagner, bah, Tadej Pogacar, on se demande tous, est-ce qu'il ne faut pas durcir la course dès le début? Il vient avec une équipe très 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 forte. Est-ce que l'année passée, s'ils n'avaient pas eu ce problème de mise en place dans la Cipressa, parce que finalement ils n'étaient pas organisés, etc., est-ce qu'ils n'auraient pas fait plus de dégâts? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu embrayer encore sur le plat pour que moins de coureurs reviennent, etc. Donc voilà, quelle est la tactique à suivre pour Tadej Pogacar? Quelle est la tactique à suivre aussi pour Mathieu Van Der Poel, qui est très en forme, on l'a dit, mais qui va avoir avec lui le vainqueur sortant dans son équipe? Voilà, comment tu vois un peu la stratégie de course de l'un et puis de l'autre? Bah, comme tu l'as dit, moi j'ai quatre équipes qui sortent du lot. Maintenant, tu as raison, il y a deux coureurs qui sont vraiment plus que les autres, c'est Mathieu Van Der Poel et Pogacar. Mais j'ai aussi un peu coché Lidl Trek et Ineos, qui pour moi ont deux hommes vraiment en forme. On en a parlé déjà au début de vidéo avec Ghana et Pedersen. Donc c'est vraiment des coureurs qui sont, entre guillemets, si je dois faire des favoris, il y a les deux qui sont au-dessus, les deux juste en dessous, puis en dessous il y a encore les Pitcock, etc., qui sont plutôt des coureurs très en forme, mais pas spécialement sur ce profil de course à 200%. Maintenant, Peacock, il est bon partout. Mais donc, pour revenir sur pour UAE, bah, en fait, moi, enfin, c'est parce qu'il y a Pogacar, mais UAE, malheureusement, je pense qu'il serait encore plus fort sans Tadej Pogacar, dans le sens où la tactique, ne serait pas que pour lui. On pourrait lancer des hommes un peu pour essayer de allez, on partir seul De sans perturber un de peu plus. perturber la course plutôt que de parce que Pogacar tout le monde va être dans sa roue
Mais est-ce que tout le monde va être dans la roue de Narvaez? C'est ça que je me pose comme question. C'est est-ce qu'il n'y a pas un coup à aller chercher justement de cette Le surnombre. surnombre et du fait que Pogacar est vraiment le nom qui sort de toutes les bouches de tout le monde. Donc personnellement, je me pose quand même la question, est-ce que on ne devrait pas un peu essayer justement de changer cette tactique de durcir la course à super loin et plutôt essayer de sortir et de déranger ces coureurs-là qui sont vraiment, pour moi, Alpecin, Mathieu Van Der Poel, vu la forme qu'il a, j'ai du mal à voir Tadej Pogacar le sortir de sa roue. Ouais, et puis même, tu parlais de Thomas Pitcock, mais Thomas Pitcock, s'il est à 3 mètres au sommet, et il Ouais, reviendra dans la descente assez aisément. Vu la forme qu'il a, j'ai vraiment du mal à le voir lâcher. Il est hyper explosif, il est hyper bon techniquement dans la ouais, descente. Mathieu Van Der Poel, c'est un peu la même chose. On a vu un Mats Pedersen un peu moins explosif, mais quand même tout aussi fort. On a vu des coureurs comme Ghana, Milan aussi très forts. Moi, j'ai vraiment du mal à voir comment Tadej Pogacar pourra lâcher tout le monde, ou alors il est vraiment sur une autre planète. Mais ça me semble impossible personnellement. ouais, mais je pense pas non plus. Mais par contre, je vois aujourd'hui un Milan-San Remo plus ouvert que jamais. Pour moi, pour moi, il y a un favori clair qui n'est pas mentionné encore ici, c'est Jonathan Milan, selon Ouais. moi. Et d'ailleurs, on en parlera après dans le pronostic, mais on l'a vu très fort à la communauté de Valence. On l'a vu très fort ici à Tirreno et Atletico, malheureusement empêché un peu par une chute. Mais on n'est pas à l'abri de voir dans le final Jasper Stuyven, Mats Pedersen et Jonathan Milan. Et alors à ce moment-là, ben, je vois pas comment il pourrait perdre. Et puis s'il se retrouve Jonathan Milan se retrouve à 100 mètres derrière, à 3-4 km de l'arrivée, même chose, tu vois. Et derrière, on a aussi Mathieu Van Der Poel qui a une équipe avec, bah, tu l'as parlé, Philipsen qui est quand même le. Bon, tu parles de Jonathan Milan, mais peut-être que Philipsen est tout aussi favori parce que c'est quand même le mec qui est le plus en forme sur les Flandriennes du week-end d'ouverture. Et en plus, bah, je sais pas, mais dans l'équipe, il y a Gianni Vermeersch qui est monstrueux. On l'a vu sur l'Estrade Bianche, il était incroyable. On a peut-être le meilleur poisson pilote possible s'il arrive à passer Caden Groves. Donc maintenant, c'est quand même délicat de le voir passer, mais pourquoi pas? On sait pas, Caden on Groves sait peut pas. passer aussi, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc personnellement, j'ai envie de. En fait, c'est incroyable parce que j'y arrive pas du tout à essayer, enfin, à essayer d'avancer, de dire il va se passer ça. C'est impossible de le trouver parce que de toute façon, je vais me tromper, c'est sûr. Ouais, bah Donc, ouais. donc moi, personnellement, je vois que Mathieu Van Der Poel sera impossible à lâcher. Mais l'année où il sort, je me suis dit la même chose que pour les Wout Van Aert, etc. Je sais plus si Wout Van Aert était là, mais soit il avait lâché tout le monde dans le podio, ce qui semble aussi impossible. Mais Pogacar est normalement plus fort encore. Donc c'est vraiment. Je me pose énormément de questions et je me réjouis déjà d'être samedi alors que nous ne sommes que mardi, quoi. Impatient également. Et donc du coup, bah, je pense qu'on peut aller directement Ouais, vers notre podium. On en avait un peu parlé en préparation, mais là j'ai un peu changé ici. J'ai de réfléchir 2 petites secondes, mais je ne change pas. Je vais mettre allez. Jonathan Milan en 1 parce que pour les raisons que j'ai dit, l'équipe la plus forte, parce que peut-être l'équipe la plus forte, pas encore sûr, mais une des équipes les plus fortes. Plus vite au sprint. Pour moi, il n'y a pas de clair mec qui pourrait à l'explosivité lâcher tout le monde, sauf peut-être Mathieu Van Der Poel et encore. Enfin voilà, pour moi, le podio n'est pas assez dur pour ces coureurs-là avec le niveau actuel. Euh, il descend pas trop mal, peut-être attention avec sa chute. Point d'interrogation. Et puis il aura quand même dans son équipe, hein, je l'ai dit, même Pedersen et Stuyven. Par contre, deuxième, je vais mettre un coureur qui m'a pas impressionné plus que ça au niveau de son sprint, mais qui a vraiment progressé, je trouve, ces 2 dernières années au niveau de sa condition physique. C'est Sam Bennett. Sam Bennett, deuxième à la dernière étape de Tirreno. Il a déjà fait une fois aussi dans les tout premiers de Milan-San Remo. Je pense qu'il était dans les top 20. Et donc ça veut dire qu'il passe quand même aussi ces boss-là. Et puis un troisième coureur, un coureur qui a déjà gagné beaucoup cette année, c'est un coureur de l'équipe Uno X, c'est Magnus Cort Nielsen. Très bon dans les bosses, très filou. Et puis après, bah, il a quand même cette pointe de vitesse. Alors toi, ça veut dire que tu vois quand même un groupe assez conséquent arriver au sprint. Ouais, Ça veut dire qu'il y a au moins, on va dire, 15-20 coureurs qui viendraient au sprint. plus. Pour Même moi, plus. une trentaine. Bah moi, je vais être peut-être moins optimiste que pour les sprinteurs que toi.
Parce que je pense que Pogacar va quand même essayer. Et donc, quand il va essayer, il va mettre 150% de sa forme. Et 150% de la forme de Pogacar, même sur une ascension comme le Poggio, ça fait vraiment mal pour les sprinteurs et c'est vraiment dur. Même si de plus en plus, les sprinteurs grimpent, hein. Mais j'ai quand même. Peut-être que Philipsen va passer, Pedersen va passer, mais j'ai du mal à voir les autres. Et même un Jonathan Milan, j'ai un peu peur. Ouais. Maintenant, Après, juste pour te. Je comprends, vraiment, mais quand tu vois que Jonathan Milan, dans l'étape dure de Valence, est ouais. devant des Almeida, devant des Bilbao, enfin non, derrière Butrago, justement, etc., et que tu vois que premier Butrago, deuxième Jonathan Milan, Oui, non, je te pour moi rejoins. il est capable. Après, ce Il serait est vraiment. capable. Il faut que tout soit bien, Oui, voilà, c'est ça. bien aligné. Mais ici, c'est encore autre chose que d'être grimpeur pur. C'est vraiment du punch comme lui, il le sait le faire. Mais je trouve que c'est encore différent. C'est vraiment pas le même genre de choses. Et puis, on n'est pas au même moment de la saison non plus. Donc là, maintenant, vraiment, tout le monde est là et prêt, quoi. Et alors, c'est pour ça que moi, j'espère qu'il y a un coureur qui va sortir de ce petit groupe. Un peu comme tu disais pour Dygart Ouais, chez les voilà, c'est femmes. ça. Mais que ce soit Ghana qui va donc remporter. Et je l'espère parce que si lui, il le remporte, je pense que je suis. Je pense que c'est le coureur que je suis le plus heureux qu'il remporte, je pense, parce que c'est un C'est Italien, mérité. Ouais. un Milan Sanremo, il est toujours en forme à ce moment-là de l'année, et en plus ici il a Ineos. prouvé qu'il est et Ineos en plus, donc c'est vraiment une super image que j'ai en tête là, puis derrière un sprint qui sera réglé par Philipsen, mais un sprint de 5 6 allez, grand max 8 coureurs, mais qu'il n'y ait pas plus. Et donc, Philipsen règle ce sprint devant Pedersen, qui n'est pour moi peut-être le plus en forme en ce moment, mais qui ne sera pas encore assez vite au sprint que pour battre Philipsen. Ouais. Bah, bon scénario en tout cas. Et il Ouais, y a je une sais que chose, c'est. déjà quand je vois les scénarios faits comme ça à gauche à droite, ça me fait un grand plaisir. Moi je me pose quand même la question sur Pitcock dans la descente. Est-ce que finalement il n'arriverait pas une fois à lâcher tout le monde Pourquoi pas? pour une fois? Maintenant bah, j'ai quand même du mal à croire que sur une descente comme ça si courte, il arrive à faire des écarts suffisants. Petite remarque sur Pitcock, je te coupe, mais je trouve qu'ils le font courir énormément et que ça à un moment donné, il va y avoir, peut-être pas ici, peut-être pas de la semaine prochaine, mais il va y avoir une cassure où il faudra faire une pause. Ouais Et je mais je pense que pense. c'est prévu, hein, mais ici, là, on le voit toutes les semaines, Pitcock, depuis le début de saison, et ça fait plaisir, hein, parce Ouais. que d'habitude, on le voit que un week-end tous les X temps. Là, franchement, on prend du plaisir, ça fait vraiment, vraiment, ben, comment dire, Heureux de le voir ouais, quoi. on est vraiment heureux de le voir, mais si je me demande si ça va Ouais. tenir. Il ne va sûrement pas faire les Flandriennes. Ouais, Donc du coup, je sais, vu mais qu'il fait pas les Flandriennes, je pense qu'il aura une période de plutôt d'entraînement. Mais oui, en effet, si tout est aligné correctement pour l'équipe Q36.5, c'est maintenant les classiques ardennaises, et puis, enfin pour lui, et puis le Giro, normalement, s'ils sont repris. ouais. On est maintenant à même pas 2 mois du Giro, et ils ne savent toujours pas s'ils y vont ou pas. Alors peut-être qu'en interne, ils le savent déjà, mais je pense qu'il est vraiment temps quand même que les organisateurs et Ouais, l'UCI prennent des décisions, parce qu'on ne prépare pas un grand tour de cette en 3 semaines. manière-là. Mais après, je peux comprendre bah, les équipes comme Bardiani et Polti Cometa, Malta Cometa maintenant, Visite Malta Cometa, euh, ou enfin peu importe, bah, c'est compliqué parce que c'est des équipes historiques qui sont sur le tour Ouais. et qui sont sponsors aussi. Mais par contre, voilà, on doit prendre un choix entre bah, tout simplement Tu dors Tudor, ou. Tudor et Q26.5. Et puis finalement, au début de la présélection, il y avait aussi une OX, donc à voir. Ouais, ben, c'était juste une petite remarque comme ça parce que Pitcock, bah, comme on l'a déjà dit, on n'a plus trop l'habitude de le voir comme ça, donc ça fait juste plaisir. Un énorme joker pour Milan-San Remo, et vu que son équipe est numéro 2 mondial, moi je vais te sortir un coureur qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui pour moi peut encore faire des beaux résultats, c'est Mike Tennyson. Mike Tennyson, Ouais, il est au départ. s'il passe la bosse, voilà, Bah je ouais, le vois bien c'est. faire un, allez, il gagnera pas, mais un beau top 10. Ouais, et puis moi j'avais vu Cornelissen comme toi parce que, bah, comme tu dis, il est vraiment en forme et ça fait vraiment plaisir. Mais il y a un coureur qui commence sa saison entre guillemets là, c'est Laurens Pitty, qui sera là, très Maxime Van rapide. Gils, Van Gils y est aussi, ouais. Zingley qui est quand même un coureur très rapide. Coyle, comme tu l'as déjà dit. Romain Grégoire, est-ce que c'est pas un coureur qui pourrait aussi tu vraiment. vois.
En fait, là, ce qui me fait dire qu'on va arriver à un sprint, et désolé, on continue, hein, mais c'est parce que Ouais. pour moi, ça me fait vraiment plaisir de parler ce genre de tactique. Mais quand tu as un top 10 qui est si fort, il se neutralise souvent. Et c'est ce qui. Alors, peut-être que je me trompe, mais pour moi, chez les femmes, ça va être très vite décanté, où il y aura plus qu'une soixantaine, septantaine de coureuses dans le podio. Et puis, dans le podio, bah, il y aura encore une quarantaine au-dessus. La descente va faire des étirements, et puis on aura 30 coureuses qui vont venir pour la gagne. C'est ma vision des choses. Chez les hommes, le problème est que le top 10, avec des. Vu le niveau de Romain Grégoire, le niveau de Pogacar, le niveau de Van Der Poel, le niveau de Pitcock, euh, Paul Magnier, on n'en a pas parlé encore, mais Paul Magnier, Voilà, Philippe, Philippe, Adria, Adria, Van Gils, Spiti, Grégoire. Pedersen, tous ces coureurs-là, et je fais Mohoric, je fais que parler de coureurs qui vont arriver à quelques mètres les uns des autres, parce qu'en forme pure, ils sont vraiment en explosivité pure à quelques mètres les uns des autres. C'est Ouais. vraiment, on se joue à des détails. Est-ce qu'il y aura une chute dans la descente? Est-ce qu'il va... Ça, on ne sait pas. Mais par contre, une fois qu'on se retrouve à 10, soit, comme tu le dis, il y a un coureur qui va réussir à sortir, soit le groupe derrière n'est pas très loin et il se retrouve à avoir un sprint massif. Mais je vois vraiment pas Jonathan Milan, sauf un jour sans, à plus d'une cinquantaine de mètres au sommet. Bah, on verra, mais j'ai peut-être un astérix aussi à mettre, c'est Valgren, que je trouve monte en puissance. C'est un coureur qui, encore une fois, qui peut sortir et qui peut amener son petit épingle du jeu. Et franchement, voilà, Milan-San Remo, je pense qu'on peut clôturer sur cette course-là Ouais. ici. Petite mention sur les autres courses qui a ici, on peut pas trop en parler parce que on sortira la vidéo après. C'est la Donc, Nocturne heureux. course Ouais, et Milan-Turin ouais, c'est ça. avec Maxence Place qui fait d'ailleurs la course. C'est vraiment surprenant et je suis vraiment content de cette nouvelle-là. Mais sinon, il y a aussi le Grand Prix de Denain avec pas mal de. On n'a pas parlé, mais c'est Girmay aussi. Ouais, bah, Mais si, je l'ai noté, mais je trouve qu'il est et, pas très en forme. bah, il a pas couru. Ouais, Il vient d'être papa et donc du coup il est retourné au pays. Voilà. ouais. Mais ouais, donc Grand Prix de Denain. Ouais, belle course aussi. Aussi, Avec Arnaud Delis au départ ouais, qui qui a change de plan. annoncé. Donc, enfin, je vous avoue que la start list elle n'est pas encore complète à 200% et qu'il y a des beaux noms, hein. Il y a les Milan Fretin, il y a des coureurs pour le Grand Prix de Denain qui font aussi Milan-San Remo. Donc, c'est beau, En tout cas dans la c'est beau à pré-list, voir. Ouais. start list. Et, mais par contre, il y a aussi le dimanche, la Bride de notre Coxide classique. Et ça aussi, c'est la même start list plus ou moins. Donc, c'est des belles petites courses en Belgique qui sont belles à voir et qui vont montrer qu'il n'y aura pas que Milan-San Remo ce week-end. Il y aura d'autres belles courses et cette semaine plutôt parce que c'est pas que le week-end. Ouais. Et franchement, on est content de voir ça. Et d'ailleurs, les gars, le cyclisme à la TV, c'est vraiment bien, mais c'est le seul sport où on peut parler avec nos superstars, nos Ouais. super champions, prendre une photo avec eux. Donc n'hésitez pas à aller sur le bord des routes pour voir ces courses-là. Hugo, un tout, tout grand merci pour cet épisode. C'est, ben voilà, on va dire que c'est un épisode monumental, puisque Ouais. c'est le début des monuments. Et sur ce, bah, je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Allez, abonnez-vous.